Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va comparer la zone franche entre le Maroc et l'Algérie. D'abord, qu'est-ce qu'une zone franche? On va prendre et imaginer un territoire national qui est ici. Le pays, le Maroc, l'Algérie. Eh bien, à l'intérieur, on va constituer une zone franche. Donc, c'est un territoire géographique. On va concentrer les entreprises qui vont venir de l'extérieur. Mais à condition qu'ils viennent, ils transforment ou bien ils stockent et ils sortent. Donc, ils viennent de l'international, ils transforment, ils sortent, ils transforment et ils stockent, et où ils stockent et ils exportent à l'international. Donc, du coup, ils vont bénéficier, puisqu'ils ne vont pas être écoulés sur le territoire national, ils vont bénéficier d'une exonération des droits de douane. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer les droits de douane. Mais en même temps, ils vont être... Pourquoi on dit zone franche? Parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu, ou bien c'est imposable un petit peu, ça dépend des pays. Donc le concept, c'est que cette zone, qui est là, elle va bénéficier de l'exonération de droits de douane, elle va bénéficier de suspension, ou bien d'exonération effectivement des impôts sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, à condition d'être exportée. Alors pourquoi on fait tout ça? Tout simplement pour encourager les investisseurs étrangers, pour motiver les investisseurs étrangers à venir s'installer dans cette zone, de pouvoir produire et de pouvoir exporter. Donc, ça va les encourager à venir et ils vont réduire 30 à 40% du coût de l'opération. Est-ce que ça ne va pas concurrencer les producteurs nationaux? Non, pas du tout. Parce que même cette marchandise qui va entrer sur ce territoire national, elle sera assimilée à une importation, elle va être dédouanée, on va payer les droits de douane. Quand est-ce qu'on ne va pas payer les droits de douane? Lorsque cette marchandise, elle entre dans cette zone et elle sort par la suite après transformation, après stockage. Et l'avantage, c'est que ça devient made in ce pays, par exemple made in Morocco, made in Algérie. Ça fait recruter de la main-d'œuvre. Il y a de la technologie, de savoir-faire qui se délocalise. Et bien sûr, la main-d'œuvre nationale va en profiter. Donc, il y aura un transfert de technologie. Il y aura consommation de la matière première qui est sur le territoire national. Utilisation de la main-d'œuvre et automatiquement, on va donner du revenu qui permettra la consommation sur le territoire national. On va utiliser les moyens de transport, le port, l'aéroport, on va utiliser les intermédiaires, on va utiliser tout qui va contribuer à cette opération d'entrée et de sortie de la marchandise du territoire national. Donc, il y aura création de valeur ajoutée. Et automatiquement, ça va se répercuter sur la croissance économique. D'autant plus que les nationaux qui souhaiteraient importer cette marchandise, le coût sera faible, même s'il y a paiement de droits de douane. Pourquoi? Parce que l'approvisionnement amont, ça veut dire qu'ils vont acheter la marchandise juste de territoire national. Donc cette zone, c'est toujours un territoire national, mais qui échappe à la juridiction douanière. Maintenant, est-ce que les Algériens et les Marocains, ils ont déjà fait ça? Oui, depuis les années 90. Il y avait des lois qui ont été promulguées dans les deux pays durant les années 90, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ben, pour différentes raisons. Dans tous les cas, 1993, je pense, ou 92, on avait promulgué des lois au Maroc et en Algérie, et ça a permis la création de zones franches dans les deux pays. Eh bien, en Algérie, on a promulgué des lois sur la monnaie et le crédit en 1990. Plus tard, un code des investissements de 1993 jusqu'à 2003. Mais malheureusement, ça n'a pas marché.
pour différentes raisons que j'ai fait la recherche pour les trouver. Un manque de clarté et de cohérence dans les politiques, des problèmes d'infrastructure, parce que là, vous allez voir que ça ne pourrait pas marcher sans infrastructure. Environnement des affaires, dépendance économique de l'énergie, bien que la présence de l'énergie, c'est un atout en Algérie, parce que ça coûte moins cher. C'est pour ça que j'ai dit on va utiliser la main-d'œuvre locale, la matière première locale, et puisqu'en Algérie ça coûte pas cher, donc c'est un atout en Algérie. Maintenant, on a vu pourquoi ça n'a pas marché, mais pourquoi ça a marché au Maroc? Et jusque-là, on a beaucoup de zones franches. Il y en a des zones franches à Tanger, des zones franches à Kénitra, des zones franches ici à Casablanca. On prépare des zones franches à Dakhla. Il y a pas mal de zones franches. Maintenant qu'on appelle au Maroc zone d'accélération industrielle. Eh bien, sachez que d'abord, au Maroc, mis à part les lois qu'on a promulguées là-dessus, parce que tout le monde peut faire des lois, et mis à part ce qui se passe dans les lois bancaires et dans l'office de change, et c'est très important l'office de change, pourquoi? Parce que les investisseurs qui vont venir, ils vont acheter et vendre en devises, ils ont besoin de devises. Donc il faudra plus de liberté dans les devises. Et donc, si une loi permet aux investisseurs de prendre leur investissement à n'importe quel moment, ils vont encore plus être motivés de venir dans le territoire national. Mais tout ça, ce n'est pas seulement dans le Maroc et dans l'Algérie. Vous allez trouver beaucoup de zones franches en Afrique. Mais qu'est-ce qui va pousser les gens à venir dans votre zone franche? Pourquoi ils viennent au Maroc et ça n'a pas marché encore en Algérie? Ben, tout simplement, il y a d'abord la digitalisation des opérations douanières au Maroc et la fluidité des opérations douanières. D'ailleurs, le port de Tanger, il est classé le premier en Afrique et le premier en Méditerranée et même le troisième en Europe parmi les ports européens. Donc, c'est pour dire que la marchandise, elle doit être fluide au port. Pour la matière première, pour qu'elle puisse entrer et sortir, il y a un concept de fluidité. Et s'il n'y a pas de fluidité, les investisseurs ne vont pas venir. Et puisqu'on a parlé d'un environnement des affaires, dans la zone franche, nous avons opté pour ce qu'on appelle une économie en synergie, c'est-à-dire une complémentarité. On n'a pas ouvert les zones franches, mais on a spécialisé les zones franches de telle manière que les entreprises qui viennent s'implanter ici puissent s'approvisionner localement. Donc c'est ce qu'on appelle le sourcing local. Donc en plus du sourcing international, ils vont faire du sourcing local. Donc ils vont s'approvisionner. Tout ça, ça réduit le coût des investissements. Donc nous avons des zones franches spécialisées. Et puis, adossé à ces zones franches, il y a de la formation technique et la formation professionnelle et la formation des ingénieurs. Donc on a préparé de la main-d'œuvre qualifiée qui obéit, et j'ai dit qui obéit aux besoins des zones franches, c'est-à-dire ces zones franches qui commencent à gérer maintenant la formation professionnelle relative à ces secteurs. Je vais prendre le cas de l'aéroport de Casablanca. Il y a une zone franche spécialisée dans tout ce qui est avion. Maintenant, sachez que 40% des pièces d'avion sont fabriquées au Maroc. Donc, un avion, 40% de ces pièces, même des parties des pièces chaudes, ils sont fabriquées au Maroc. Et le Maroc prévoit d'ici 2030 de construire un avion. Ce n'est pas fabriquer, mais construire. Ça veut dire rassembler. Je vais utiliser plutôt le terme rassembler les pièces pour constituer un avion. On ne va pas fabriquer totalement un avion, c'est impossible. Mais déjà 40% des pièces d'avion sont fabriquées au Maroc par des entreprises étrangères. Tout ça, ça ouvre l'appétit pour construire un avion 100% marocain, mais plutôt monter un avion 100% marocain.
D'autant plus que la zone franche à Tanger, qui est spécialisée dans les avions, dans les voitures, on construit presque 60 ou 70% des pièces de voitures dans la zone. Et on a des investisseurs sous forme qui attirent les autres investisseurs. Ça veut dire qu'ils constituent une demande à l'intérieur. Donc si je prends le cas de Dacia, elle fabrique pas 100% des pièces. Donc ces fournisseurs qui étaient à l'international, on les a motivés à s'implanter localement. Comme ça, Dacia va s'approvisionner localement. D'autant plus que Stellantis, qui est dans la zone de Kenitra, elle a une industrie qui se complète et il y a beaucoup d'entreprises qui sont implantées là-bas. On a même atteint les 100%, on a créé une deuxième zone à côté, une première extension et une deuxième extension. Donc ça reste un investissement colossal et très attrayant, d'autant plus qu'il y a des ports, des aéroports qui fluidifient l'activité. Donc il y a très important l'entrée et la sortie de la marchandise, l'entrée et la sortie de devises. Tout ça, c'est très important. Mais le point le plus important, c'est que cette marchandise qui va sortir et qui va entrer dans l'Union européenne, elle va entrer ici sans droit de douane. Pourquoi? Parce qu'on a des accords de libre-échange. Le Maroc, il fait partie, c'est très important, il fait partie des membres de l'OMC. L'Algérie, ce n'est pas un membre de l'OMC, c'est juste observateur, un membre observateur. Il n'a pas réussi à avoir les conditions pour être membre de l'OMC. C'est juste un membre observateur. Tout ça, ça rend difficile un petit peu la concurrence entre ces deux pays. L'Algérie est dans une situation très difficile pour concurrencer le Maroc là-dessus. Autre chose, c'est que maintenant, comme je vous ai dit, il y a la formation professionnelle et les écoles des ingénieurs qui sont au service de ces zones. Maintenant, ces zones, ils forment du personnel, mais la formation professionnelle, elle forme aussi des professionnels et elle collabore avec eux. Donc, du coup, elle prépare de la main-d'œuvre et c'est même ces zones qui gèrent certains établissements de la formation professionnelle. Donc, on propose la main-d'œuvre qualifiée, adaptée aux besoins de ces zones franches. Tout ça, ça contribue, mis à part la proximité du Maroc à l'Union européenne, mis à part le statut du Maroc en tant qu'associé, presque associé à l'Union européenne. Tout ça, ça contribue à motiver les entreprises à venir s'implanter au Maroc et à avoir le Made in Morocco. D'ailleurs, ce que je peux vous dire, puisqu'il y a un transfert de la technologie, maintenant le Maroc, très important ce que je vais vous dire, le Maroc, il a du savoir-faire et la première voiture By Morocco, c'est pas MAD, By Morocco, il est en train de la construire, on est en train de la construire, on a fait le prototype, on est passé de l'atelier à l'usine, on est en train d'installer l'usine, on a vendu les premières voitures et on est en train d'industrialiser ce processus de fabrication de la voiture Made in Morocco. Donc voilà pour la comparaison entre les deux zones. J'espère que l'Algérie va réussir à franchir cette étape et à devenir aussi un pays capable d'exporter le Made in Algérie qui compte beaucoup de valeur ajoutée pour que l'économie algérienne ne puisse plus se baser seulement sur ce qu'on va dire économie rentière. Elle va suivre les pays qui créent de la valeur ajoutée et qui s'intègrent dans la chaîne de valeur mondiale avec beaucoup de valeur ajoutée. Voilà, merci à vous tous. Je viens de terminer cette vidéo. J'attends vos interventions, vos remarques. Je les accepterai volontiers, je répondrai volontiers à vos remarques. Merci à vous et au revoir.